Bonjour à tous. Avant de commencer l'épisode et de vous parler du sujet de la présente vidéo, je voulais vous remercier parce que nous venons de franchir le cap des 500 abonnés. Merci beaucoup pour votre confiance et votre intérêt, parce que j'y crois pas trop qu'il y ait autant de gens qui soient intéressés par un format aussi simple et chiant entre guillemets que le mien, puisque je fais très peu de montage, c'est très peu dynamique, je n'emploie pas de ressort de montage pour appuyer un dynamisme ou rendre les choses plus rigolotes. En tout cas, merci d'être là, merci de votre intérêt. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis le docteur en sciences Olivier Dufour, et dans le présent épisode, je vais débunker les propos de C'est pas sorcier en la personne de Jamie Gourmand. En réalité, je vais taper, entre guillemets, j'utilise ces personnes sur la miniature pour faire une miniature provocatrice. Je vous mets l'épisode où ils font, à mon avis, une grosse erreur, ils véhiculent une grosse erreur, mais c'est pas une erreur qui leur est propre. C'est comme ça qu'on apprend l'évolution au niveau universitaire. Je suis docteur en sciences Olivier Dufour, j'ai fait moi-même un cursus universitaire, première et deuxième année de licence de biologie, géologie, sciences de la vie et de la terre, troisième année de licence, début de la spécialisation sur l'écologie, première année de master médiation, communication scientifique, prépa CAPES, deuxième année de master gestion des eaux en milieu aquatique spécialisé zone humide méditerranéenne. Et ensuite, j'ai fait un doctorat. Vous trouverez comme d'habitude toutes les références et tout ce que j'ai fait depuis lors dans la description sous la vidéo. Si je vous racontais ma vie, c'est pas pour mal à péter, c'est pour vous expliquer, c'est pour justifier effectivement que moi aussi j'ai reçu cette éducation qui nous explique que l'évolution des êtres vivants n'est pas dirigée. Déjà, je vais essayer de justifier que c'est faux. L'évolution est bien dirigée, je vais expliquer par quoi. Ce qu'on apprend en milieu universitaire, je peux en témoigner, et c'est ce que véhiculent des personnes comme ScienceClick, Gigantoraptor, C'est pas sorcier. Je comprends qu'elles le véhiculent, je pense qu'elles ne sont pas animées de mauvaises intentions, mais vous allez voir que je vais démontrer que je pense que c'est une mauvaise idée de raconter les choses comme ça, et c'est faux. C'est faux. Alors, ce qu'elle raconte, c'est que l'évolution serait dirigée par, on va dire, deux mécanismes, deux roues, deux engrenages qui vont s'enclencher les uns les autres, et en résulte l'évolution biologique telle que nous pouvons l'observer des êtres vivants. La première roue, c'est cette idée du hasard. Alors déjà, première critique, ces gens-là, que ce soit Gigantoraptor, ScienceClick, Esprit Sorcier, utilisent le mot hasard, souvent, pour ne pas dire systématiquement dans cette théorie, mais il n'explique pas ce que c'est que le hasard. Et il y a un gros problème déjà, parce qu'utiliser une notion, un concept que tout le monde comprend d'un point de vue vernaculaire, d'un point de vue vulgaire, mais qui n'a jamais été expliqué, démontré scientifiquement, ça ressemble à un livre de secte, hein, ça ressemble à la Bible, ça ressemble à des écrits religieux. C'est à proscrire, et surtout, le gros problème, c'est que quand vous utilisez le mot hasard, est-ce que vous considérez, on ne sait pas si vous voulez dire quelque chose d'imprédictible, quelque chose d'indéterminé, d'indéterminable. Là, on touche à un domaine des mathématiques qui est très important. Je salue les mathématiciens d'ailleurs qui ont mon amitié pour travailler sur cette thématique, sur le chaos. Il y a le chaos prévisible, le chaos imprévisible. Je ne sais pas si vous avez déjà reçu une éducation en mathématiques dans ce domaine. On ne sait pas si dans l'univers, on ne sait pas déjà de manière sûre et certaine s'il y a des choses qui sont imprévisibles. C'est-à-dire que si vous voulez, des zones de l'espace-temps où les choses feraient ce qu'elles voudraient, non déterminées par des forces, non dirigées par une loi qui est observée partout ailleurs dans l'univers. Donc, de la même façon qu'il y a les no man's land, il y aurait les no particle land, c'est-à-dire des zones de l'espace-temps où les particules font ce qu'elles veulent et qu'elles font des choses qu'elles font nulle part ailleurs. C'est ça le premier problème du hasard, parce que quand on dit, je crois que c'est Gigantoraptor qui dans une de ces épisodes dit, ouais, voilà, imaginez, il y a un troupeau de petits cochons, et on peut prendre n'importe quelle espèce, hein. Tiens, au hasard, un jour, il y en a un qui est né qui n'est pas de la même couleur, puis après qui déblatère sur les avantages, la sélection naturelle. Nous, on va déjà s'arrêter là-dessus. Top, il pop. On dirait on décrit un modèle où le changement d'un attribut, comme ça, pop du néant. Ça, déjà, c'est faux. Ça, c'est faux. Cette notion est fausse. Donc déjà, on casse une des deux jambes de cette théorie. Pourquoi je dis que c'est faux? Eh bien, la variabilité de la molécule informative du génome
en l'occurrence, acide désoxyribonucléique sur notre planète, jusqu'à ce qu'éventuellement on découvre peut-être d'autres molécules, d'autres types de molécules informatives qui peuvent faire le même taf de propagation de la vie dans l'univers, dans le reste de l'espace, pourquoi pas. Donc au niveau cellulaire, cette création d'un nouvel, cette variation du génome, de l'information, elle a lieu quand et où? Elle a lieu dans les cellules germinales, donc dans les spermatozoïdes, dans les ovules. Vous avez, je pense, étudié la méiose. Donc voilà, prophase, métaphase, anaphase, télophase. Il y a un brassage, combinaison, un jeu du père, jeu de la mère, enfin jeu par un, jeu par en deux, hop, on mélange, on a quelque chose de nouveau. Il y a aussi des échanges intrachromosomiques, c'est-à-dire que l'enfant, le descendant, se retrouve avec des chromosomes qui ne sont ni celui du père ni celui de la mère. En fait, il y a eu des bouts de chromosomes qui se sont échangés. Donc voilà, ça c'est le deuxième. Donc on a vu le brassage inter, le brassage intrachromosomique, et puis il peut y avoir des mutations à différents stades, notamment, je pense à lors d'une transcription ou d'une traduction par une enzyme. Je ne vais pas expliquer ce que c'est que la transcription ou la traduction parce que j'estime que si vous regardez cette vidéo, vous le savez déjà et je pense que ça a déjà été beaucoup mieux expliqué. Je vous mets des sources dans la description pour transcription, traduction. Il y a des enzymes qui déboulent sur un brin d'ADN ou d'ARN et qui le recopient mal ou qui dressent le brin complémentaire mal. Mais en fait, ils le font pas mal. C'est ça qu'il faut comprendre. Ils ne font pas d'erreur. C'est-à-dire que au moment où on aurait dû avoir un acide aminé T qui aurait dû être rajouté derrière celui qui précédait, eh ben on a mis l'enzyme problématique, l'enzyme sur laquelle on s'intéresse, au lieu de mettre T, elle a mis G. Et puis après, elle a repris le cours normal de la traduction ou de la transcription, plutôt de la transcription, mais elle n'a pas fait d'erreur. Elle n'a pas fait d'erreur, non, non, non. Certes, elle avait elle-même une configuration tridimensionnelle, un repli tridimensionnel différent de la plupart de ses consoeurs, des autres exemplaires de la même enzyme. Et elle n'a pas fait d'erreur. Si elle a fait cette substitution, elle a bien obéi aux 4 forces fondamentales que nous connaissons dans l'univers. C'est possible qu'il y en ait d'autres. Dans l'état actuel des connaissances, je vous rappelle qu'il y a 4 forces connues: l'attraction gravitationnelle, le magnétisme, la force nucléaire forte, la force nucléaire faible. Il y a, je ne sais pas lesquelles, mais il y en a sur les 4, il y en a 3 qui sont physiquement, l'humanité est arrivée à pondre des équations qui arrivent à décrire, à unifier 3 de ces forces. C'est-à-dire qu'en fait, on voit 3 forces, mais il n'y en a qu'une en fait. Et la dernière qu'on aimerait unifier, eh bien ça consiste à trouver l'équation qui va permettre de décrire aussi bien à la fois ce qui se passe au niveau quantique qu'au niveau macroscopique, au niveau physique général, c'est-à-dire l'équation qui décrira aussi bien ce qui se passe au niveau mécanique quantique que mécanique générale, physique générale. Je ne vais pas rentrer dans les détails, je pense que vous avez le niveau de comprendre ça. Donc, pour la suite de notre raisonnement, je vais regrouper toutes ces forces dans la force. Ce qu'on appelle la force, c'est une de ces 4 ramifications. On n'a pas besoin de savoir lesquelles. Mais donc, il existe dans l'univers la force, cet ensemble. Ça ressemble un peu à Star Wars. L'esthétique, pour des raisons esthétiques, ça ne me dérange pas, mais ça s'arrête là. Je ne fais pas allusion, je ne fais pas appel à cet univers cinématographique pour essayer de justifier ma pensée. Je vous demande d'être sérieux et concentré. Tout ce qui se passe autour de vous, a fortiori, il n'y a pas de raison de penser que c'est dirigé par autre chose que ces 4 forces. Alors évidemment, ce n'est pas totalement vrai, peut-être dans le cas de la conscience, notamment la conscience humaine, mais pas que, peut-être la conscience animale, il y a peut-être codé des algorithmes qui sont capables de générer de l'aléatoire, c'est-à-dire que, je ne sais pas si vous avez déjà écrit dans un langage de programmation, MATLAB, Python, C++, Java, ce que vous voulez, vous aviez dans la boîte à outils de ce que vous utilisiez, que ce soit un ordinateur ou une calculette, il y avait une fonction random. Vous pouviez l'utiliser pour vous sortir un nombre. Il faut savoir que la fonction random, en fait, elle n'est jamais complètement aléatoire. Chaque produit informatique que vous utilisez, la fonction aléatoire qu'il utilise, elle n'est pas parfaite. C'est un simili aléatoire. Donc c'est possible qu'il y ait, de la même façon que sur votre calculette, il y ait une fonction aléatoire, biologiquement, dans le cerveau, le système nerveux de plusieurs espèces animales,
pas végétal, mais enfin bon, je vais rester sur animal, il y ait une fonction aléatoire. C'est-à-dire que moi, vous ou moi, c'est possible que dans la vie de tous les jours, sans s'en rendre forcément compte, à certains moments, on fait appel à cette fonction et on examine différents scénarios et on prend des décisions. Mais je ne suis pas sûr que ça suffit à échapper à la force. Et dans le cas des problèmes de brassage interchromosomique, intrachromosomique ou erreur dans la machinerie transcriptionnelle, ça n'est pas pertinent. Il n'y a pas de raison de penser qu'il y a quelque part une fonction aléatoire. L'enzyme ne fait pas appel a priori à une fonction aléatoire. Donc j'en reviens à ce que je disais, toutes ces erreurs, toute cette variation de l'information génétique, elles sont strictement dirigées par la force. Je pense notamment à la force d'attraction gravitationnelle, qui veut dire que même dans une cellule, toutes les molécules interagissent les unes sur les autres, elles s'attirent toutes entre elles. Il y a la température, qui fait que, une seconde, si, je sais pas, la méiose avait commencé une seconde avant, ou 10 minutes avant, ou 10 minutes plus tard, peut-être que la température corporelle aurait été de 0,1 degré supérieure ou inférieure, et du coup, comme la chaleur, ça a un impact sur la configuration tridimensionnelle des enzymes, cette enzyme, elle n'aurait peut-être pas fait la même erreur transcriptionnelle. Je veux dire, elle ne fait pas d'erreur au hasard. Il n'y a pas de... J'ai un gros problème avec cette notion de hasard. Il n'y a pas de hasard. Je veux dire, plutôt que de parler de hasard, il faut plutôt comprendre que ce sont des choses que nous avons beaucoup de mal à prédire, parce qu'effectivement, ce sont des systèmes multifactoriels, pour ne pas dire multimillionariaux factoriels. C'est-à-dire que là, si vous me demandez de prédire dans mes gonades, dans mes testicules, comment va se réaliser la méiose, j'en suis incapable. Parce que déjà, l'observateur modifie ce qu'il observe, mais il faudrait vraiment des outils d'observation et de mesure en temps réel que je n'ai pas, dont on ne dispose pas. Mais ça ne veut pas dire qu'il y a le moindre hasard, puisqu'il n'y a pas de raison de penser que à aucun moment les erreurs, en fait, sont comme je le disais tout à l'heure, des no molecule land. Il n'y a pas dans nos testicules, il n'y a pas de zone de l'espace-temps où les particules font ce qu'elles veulent. Il n'y a pas de zone dans les cellules où a lieu la méiose. Il n'y a pas dans les gonades des zones de cellules où il y a des gardes frontières à l'entrée qui laissent passer certaines enzymes et certains brins d'ADN et certains brins d'ARN en leur disant faites ce que vous voulez, on ne regarde pas. Ça ne se passe pas comme ça. Il y a toujours le magnétisme, la force d'attraction gravitationnelle et les deux forces nucléaires. Donc déjà, le premier engrenage, la variation au hasard de l'information génétique, pour moi, elle est détruite. C'est pas vrai. Et qu'est-ce qu'on vous parlez et en plus, qu'est-ce que vous voulez dire quand vous parlez de hasard? Je trouve le mot hasard trompeur, parce que c'est bien déterminé. Il n'y a pas de adéterminisme. C'est bien déterminé par la force. J'ai déjà déterminé ce que c'était que la force plus haut dans la vidéo. Ce sont les 4 forces. Et c'est trompeur aussi parce qu'il n'y a pas de raison de penser que c'est imprédictible. Tous les micro-engrenages qui vont intervenir à aboutir à une mutation, à un ADN muté, enfin, à un nouveau patrimoine génétique chez le descendant ou dans les gamètes produites lors de la méiose, issues de la méiose, tout ça, il n'y a pas eu un seul moment où toutes les particules dans les cellules échappaient à la force, c'est-à-dire à tout ce que vous voyez, tout ce qui régit, ce qui nous entoure. Et alors la deuxième engrenage, c'est la sélection naturelle. Je vais aussi critiquer vivement cette idée, puisque ce qu'on a appris, ce qu'on apprend à l'école, ce que Gigantoraptor, ScienceClick, C'est pas sorcier et bien d'autres transmettent comme idée, comme concept, comme manière de penser, c'est faux. Je vais prendre un exemple. Imaginez l'antilope coursée par le guépard ou par quelque chose qui y ressemble dans les temps géologiques. À un moment donné, dans une population d'antilopes, il y en a une qui a un muscle un peu plus souple, avec un peu plus d'amplitude. Et donc, l'histoire de la sélection naturelle, ce serait que, a priori, c'est un avantage évolutif, puisque quand il y a un guépard qui va lui courir derrière, statistiquement, il va avoir moins de chances de la manger, il a plus de chances de faire des échecs, et il a de meilleures chances de manger d'autres individus
de cette population d'antilopes que cet antilope. Et du coup, cet antilope va vivre plus longtemps, ou pouvoir se reproduire, ou son patrimoine génétique a plus de chances d'être reproduit globalement, statistiquement, et donc disséminé, et donc les autres variantes d'un même gène vont disparaître progressivement. Mais ce que je voudrais rappeler, c'est pourquoi cette variation génétique qui aboutit à un muscle avec une meilleure souplesse ou une meilleure génétique, pourquoi il va permettre à l'antilope de transmettre ses gènes et de faire disparaître les autres gènes qui n'ont pas cet avantage. Ben, ça va être la force d'attraction gravitationnelle dans cette histoire de course, le guépard qui court derrière l'antilope. C'est des problèmes de mécanique physique générale. C'est de l'attraction gravitationnelle. Il s'agit de vecteurs de vitesse, de faire des virages les plus serrés possibles, d'endurance. Donc là, je voudrais rappeler que sélection naturelle, à cette histoire que la compétition entre les individus et la mort retiendrait que ce qui propose un avantage issu des variations génétiques, variations de la molécule informative. Mais soyons très très concrets, en fait, là aussi, c'est la force d'attraction gravitationnelle couplée au magnétisme, couplée à la force nucléaire faible et la force nucléaire forte. Je ne vois pas pourquoi on appelle ça la sélection naturelle. Je pense que c'est pour penser sainement, pour penser bien, pour pouvoir aller plus loin dans la compréhension de l'univers, c'est important qu'on utilise les bons termes et qu'on n'introduise pas des termes foireux qui sont particulièrement flous, et voire carrément contestables, comme le hasard plutôt. Et même la mort en elle-même, qu'est-ce que ça veut dire parce que dans la sélection naturelle, bon, voilà, les prédateurs vont manger les proies, donc les proies vont mourir. Mais la mort aussi, la mort ça n'existe pas. C'est un concept scientifique qui n'est pas défini. Il serait plus pertinent de parler d'oxydation. Ou d'autres parlent de vieillissement. Je préfère utiliser oxydation que vieillissement parce que ça ramène vraiment à l'aspect tout n'est que matière qui s'érode. Si je vous dis oxydation, vous allez facilement voir que, effectivement, si vous abandonnez un outil en métal le soir sur la pelouse du jardin ou dans une forêt, le lendemain matin, si vous revenez, à part pour les outils de vraiment très bonne qualité, il y aura déjà des points de rouille qui seront apparus. Si vous allez acheter dans un matériau de construction, Castorama, Brico Dépôt, Leroy Merlin, un morceau de fer à béton, vous le laissez une nuit dehors, la rouille apparaît. Et si vous le laissez, le métal va s'effriter. Et bien, la mort, enfin le vieillissement, c'est ça. C'est pareil, c'est l'oxydation de notre système respiratoire, l'oxydation de nos cellules, des membranes plastiques de nos cellules, l'oxydation de nos mitochondries, l'oxydation des machineries transcriptionnelles, l'oxydation des machineries traductionnelles, l'oxydation des brins d'ADN eux-mêmes, l'oxydation des composés de notre œil, l'oxydation de notre système pileux, l'oxydation de notre système circulatoire, l'oxydation de notre pompe. C'est ça. Je trouve que le mot oxydation est beaucoup plus neutre et encore une fois, il nous ramène aux réactions d'oxydoréduction, qui sont des choses extrêmement simples à comprendre. Ce sont tout simplement des transferts d'électrons. J'en reviens à l'exemple de l'antilope. Pourquoi deux antilopes qui ont des matériels génétiques très similaires, qui fait qu'il n'y a pas il n'y en a pas une avec des muscles meilleurs que l'autre, mais il y en a une qui est plus âgée de 10 ans et qui commence à avoir des muscles un peu moins souples du fait du vieillissement, du fait de l'oxydation de son corps, ou en tout cas des parties de son corps qui assument la fonction locomotrice et qui lui auraient permis de s'échapper et qui ne vont pas lui permettre de s'échapper quand le guépard va lui tomber dessus ce jour-là. Pourquoi cet individu va mourir tandis que l'autre non, alors qu'ils n'ont pas de différence génétique au niveau des muscles? Eh bien, tout simplement, c'est une histoire d'âge. Voilà, ce jour-là, le guépard, il a déboulé. Il y avait deux individus très proches génétiquement, mais il y en a un qui avait plus de 10 ans, qui commençait à être un peu vieux, un peu fatigué. Du coup, le patrimoine génétique de cet individu va disparaître s'il ne s'est pas reproduit avant, parce qu'il y a eu oxydation, voilà, parce qu'il avait le corps légèrement plus oxydé. Et voilà, et je trouve ça beaucoup plus facile à comprendre. L'oxydation, ça fait partie, ça rentre beaucoup plus facilement dans la force, dans les quatre forces fondamentales que je vous ai décrites. Donc la sélection naturelle, comme on l'a vu, c'est juste,
on n'a pas besoin de la sélection naturelle. C'est juste la force, encore. Pour en revenir à l'oxydation, qu'est-ce qui fait qu'il y a oxydation? Comme je disais tout à l'heure, si je laisse dans l'herbe mouillée un morceau de métal, qu'est-ce qui fait qu'il y a oxydation? C'est la force d'attraction gravitationnelle qui fait qu'il y a de l'eau, de l'air et de métal présent ici. C'est la force d'attraction gravitationnelle. Si je supprime la force d'attraction gravitationnelle, tout se sépare et les molécules ne sont plus en contact les unes avec les autres. Il n'y aurait plus de cohésion, les molécules ne seraient plus suffisamment en contact, notamment pour qu'il y ait oxydation. Et donc j'insiste bien que quand un individu va avoir, je sais pas, une antilope va avoir un gène ou une version d'un gène qui va lui permettre de garder une meilleure souplesse plus longtemps, c'est-à-dire ralentir son vieillissement, en fait elle diminue, elle ralentit la vitesse de l'oxydation. Elle s'oppose à la force, à spontanément ce que la force enjoint les tissus vivants à faire spontanément. Et elle le fait encore mieux que les autres individus antilopes, qui n'ont pas, elles, cette meilleure version du gène. En conséquence de quoi, il me paraît très problématique de dire l'évolution biologique des êtres vivants n'est pas dirigée. Alors je comprends qu'on a envie de lutter contre le créationnisme et l'intelligence design, bien sûr. Hein. Moi aussi, me sont pénibles les gens qui me disent « Ah, ben l'évolution, c'est Dieu, c'est Yahvé, c'est tout ce que tu veux », ça m'est pénible. Mais pour autant, je comprends l'idée de dire « Non, non, c'est pas dirigé, il n'y a pas d'intelligence design », mais en fait, il y a bien une direction qui est donnée. Il y a bien des directions qui sont données, comme on l'a vu, en essayant d'aller à l'échelle la plus petite. Il y a bien des directions qui sont données à toutes les molécules qui interviennent dans cette histoire d'évolution biologique des êtres vivants. Et cette direction, elle est donnée par la force. Donc je vous demande d'imaginer l'équation qui décrit correctement chacune des 4 forces en même temps. On a déjà des équations qui permettent de rassembler ensemble 3 forces sur 4. Donc déjà, on a déjà des équations qui démontrent que c'est plus vraiment la peine, c'est plus vraiment justifié de faire la distinction entre force d'attraction gravitationnelle et magnétisme, par exemple. Il faut bien l'intégrer, ça. Je pense que si ça vous intéresse, le sujet de l'évolution, il faut bien que vous compreniez qu'il n'y a que la force. Et c'est la force qui dirige l'évolution des êtres vivants. Et c'est même la force qui dirige l'évolution de tout ce qui est inorganique aussi. La complexité croissante de l'espace, la formation des premières étoiles, des étoiles primordiales, certains se sont éteintes, ont fusionné avec d'autres, une partie de leur matériau qui a été récupéré pour donner des étoiles de seconde génération, etc., etc. La complexité des formes, de la forme de l'univers, la complexité des galaxies, en fait, la formation des planètes, tout ça c'est aussi la force. C'est-à-dire ce qu'on appelle l'évolution biologique des êtres vivants, l'évolution, c'est jamais que les mêmes causes que tout ce qui est inorganique. Je pense que c'est intéressant de rappeler ça. Je pense que c'est bon de garder ça à l'esprit, que l'évolution est bien dirigée par la force, parce que ça nous permet de garder à l'esprit que ce qui cause l'évolution vers toujours plus de complexité de l'inorganique, des matières, des gaz en suspension, des gaz des super amas de gaz dans l'univers, ce qui les structure, ce qui les fait évoluer, s'organiser vers des molécules de plus en plus complexes, des structures de plus en plus complexes, des objets célestes de plus en plus complexes, ce sont les mêmes forces que celles qui font l'évolution biologique des êtres vivants constatées par Lamarck, Darwin et bien d'autres depuis. Je pense aussi que c'est important de critiquer ces deux roues, ces deux engrenages, variation au hasard plus sélection naturelle, parce que déjà ça crée des espèces de dieux qui ne sont pas des dieux, ça crée la sélection naturelle. Après en plus il y a d'autres déclinaisons qui ont l'air tout aussi fumeuses ou inutiles au regard de la force. Je pense que si on veut comprendre notre univers, on n'a certainement pas besoin de se rajouter des intermédiaires flous dans nos raisonnements. Nous devons comprendre que tout l'univers est se meut sous l'effet de la force. Et donc, pour répondre à la question qu'est-ce que l'espace-temps et qu'est-ce qu'il y avait avant le mur de Planck, eh bien, je pense qu'il faut garder ça à l'esprit, que tout est dirigé par la force. Je fais ça pour essayer que mon micro ne sature pas sous l'effet de la brise.
Si je fais cette vidéo, c'est pas par volonté de vouloir démontrer « Ah, vous avez vu, ils ont fait des erreurs, moi j'ai une meilleure manière de décrire le monde ». C'est plutôt pour m'associer à vous, étudiants ou pas étudiants, personnes qui ont plus mon âge et qui veulent percer les mystères de l'espace-temps. Qu'est-ce que c'est que la création? Qu'est-ce que c'est que l'univers de l'espace-temps? Pour comprendre l'espace-temps, il faut comprendre qu'est-ce qui le bouge, qu'est-ce qui le fait évoluer, de quoi il est compensé, de quoi il est constitué. Il faut comprendre aussi qu'est-ce que c'est que la causalité. Mais on ne peut pas comprendre ça, je pense, si on ne comprend pas ce que c'est que la force. Si on ne comprend pas qu'il y a bien une force qui dirige l'univers d'une certaine manière. Que si les équations qui décrivent la force étaient différentes, on aurait un univers différent. Donc, vous voyez où je veux en venir? Quelque part, en gardant à l'esprit que l'univers est bien dirigé par une force, moi je ne fais pas appel, je ne vais pas en dire tiens, je sais qui dirige la force ça vient de Dieu. C'est ce concept qui ne m'intéresse pas. Je ne peux pas invalider que c'est la force de Dieu, la force de Yahvé, la force de Allah, puisque vous n'avez pas démontré, personne ne peut démontrer l'existence de Dieu, Allah ou Yahvé, et il y en a même qui s'en enorgueillissent, en disant ah oui, mais c'est précisément ça que Dieu veut, c'est qu'il veut que j'ai foi en lui, sans qu'il y ait de preuves concrètes de son existence. C'est ça, tester sa foi en moi. Moi, je vous parle plutôt en curieux laïque, en scientifique, qui essaie de comprendre ce que c'est que l'espace-temps, pourquoi l'univers est devenu ce qu'il est, et pour essayer de deviner ce qui va se passer, ou ce qui peut exister d'autres parties de l'univers que j'ai pas encore imaginé, parce j'ai pas encore compris que c'était ces quatre forces, et que ces quatre forces qui dirigeaient tout l'univers. Voilà, voilà pourquoi je faisais ce rappel. Si vous trouvez qu'il y a des erreurs dans mon raisonnement, ou si vous avez des raisons tangibles de les invalider, je vous invite à vous manifester dans les commentaires. Si vous avez apprécié cette vidéo, que vous voulez soutenir, est-ce que vous pouvez mettre un pouce vers le haut, s'il vous plaît? Si vous la trouvez constructive, est-ce que vous pouvez mettre un j'aime? Si vous aimez discuter de science, je vous invite à vous abonner à cette chaîne YouTube. Vont s'afficher à l'écran un rond et un rectangle. Le rond, vous cliquez dessus, ça vous abonne gratuitement à cette chaîne YouTube. Et le rectangle, c'est la playlist de tous les épisodes précédents dans l'ordre chronologique. Et je pense notamment aux étudiants, vous verrez, il y a plusieurs épisodes qui vous expliquent comment trouver une thèse, comment écrire un article scientifique, etc. etc. J'essaie d'être utile.